Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents sur cette table ronde qui va nous faire rêver et également nous projeter dans l'avenir sur ce que pourrait être la politique spatiale européenne et évidemment française. Donc on a la chance aujourd'hui sur cette table ronde que j'ai intitulée Astronautes européens, rêve et dépendance. Pourquoi rêve et pourquoi dépendance puisque finalement rêve, puisque évidemment l'espace fait rêver, et Antea Comellini, qui est astronaute de réserve à l'Agence spatiale européenne et qui travaille aussi comme ingénieur chez Thales Alenia Space, va nous faire rêver, puisque depuis tout petit, nous tous, je pense, et nous toutes d'ailleurs, on a envie d'être dans l'espace. D'ailleurs, dans l'Assemblée, je vois que Claudie Aigné est ici. Donc, elle a fait ce rêve. Elle est allée dans l'espace. Nous avons également Didier Schmitt, chef de la stratégie et de coordination des vols habités et l'exploration robotique à l'Agence spatiale européenne, l'ESA. Donc, je pense que sur cette table ronde, pourquoi dépendance ? J'ai oublié de vous le dire. Pourquoi dépendance ? Parce que finalement, l'Europe et la France ont toutes les technologies. Je pars sur le contrôle de Didier Schmitt parce qu'il me corrigera s'il le faut, mais l'Europe et la France ont toutes les technologies possibles pour évidemment avoir un programme souverain pour aller sur la Lune et peut-être plus tard sur Mars. Et donc je pense que c'est une volonté politique. Il faut que cette volonté politique soit là. Elle n'est pas encore là, malheureusement, mais nous, enfin en tout cas les industriels peuvent évidemment un jour être ces industriels qui permettront à l'Europe d'avoir cette volonté d'accompagner une volonté politique d'aller sur la Lune et plus tard sur Mars. Donc Didier Schmitt nous expliquera les enjeux pour l'Europe de la coopération avec les États-Unis, puisque c'est une coopération importante, et surtout au-delà les enjeux d'une politique souveraine en matière d'exploration spatiale. Merci à vous deux d'être présents. Antea, alors, évidemment, on a envie de savoir. On a envie vraiment de savoir pourquoi vous avez souhaité devenir astronaute. Alors, comme vous venez de dire, oui, j'étais parmi ceux qui, enfants, rêvaient d'aller dans l'espace un jour. J'ai toujours été très fascinée par ce travail opérationnel qui, déjà, par les avions, les pilotes, les pionnières de l'aviation et puis les pionnières de l'espace. Mais après, c'est vrai qu'en grandissant, je ne me suis pas vraiment forcée de devenir ça. Je me suis laissée très libre de découvrir ce que j'aimais faire. Mon premier rêve concret, c'était, parce que concret, je dis concret parce que c'est pas très concret quand on est petit de rêver de devenir astronaute. Donc mon premier rêve, c'était de devenir écrivaine. Puis j'ai commencé à découvrir les maths, la physique, et j'ai commencé donc à avoir une préférence un peu plus pour un travail des chercheurs. Et quand je me suis trouvée à la fin du lycée, j'ai quand même très bien réfléchi entre intégrer l'armée de l'air italienne ou plutôt faire un parcours d'ingénierie aérospatiale. Et en ce moment-là, pour moi, c'était un choix binaire. C'était soit l'une soit l'autre. Et donc, je pensais que je pouvais survivre sans savoir piloter, mais pas survivre sans savoir comment construire des avions et des engins qui vont dans les ciels et dans l'espace. Alors, j'ai choisi de faire ingénierie aérospatiale. Et puis, au fur et à mesure, je me suis spécialisée de plus en plus. Donc, j'ai fait mon choix au master de poursuivre avec ingénierie spatiale. Je suis arrivée quand même à avoir mon brevet de pilote, ma licence de pilote privé, grâce à l'école Isée Supérieure à Toulouse, qui offre la formation gratuitement à ses étudiants. Et puis, j'ai fait un doctorat, et quand je me suis trouvée à ma première semaine de travail actif comme ingénieur, donc une semaine après avoir discuté la thèse, il y a eu l'annonce de la nouvelle sélection des astronautes, qui est quelque chose qui arrive pas tous les ans. Alors juste avant, est-ce qu'il y a eu une personnalité qui vous a inspiré justement pour devenir astronaute Pas vraiment. Pas vraiment. Oui, il y a eu un film, et j'ai un peu honte de le dire parce que c'est pas un film qui est très technique, c'était Armageddon. Et je me rappelle que quand j'ai regardé l'image du Space Shuttle qui décollait, et j'ai cru que c'était de la science-fiction. Et c'était au bout de quelques jours qu'en parlant avec mes parents, j'ai découvert que non, c'était quelque chose qui existait réellement, et
ça marchait, c'était en routine, hein, ça faisait des allers-retours très souvent. Et ça m'a tellement frappée que j'ai compris que c'était quelque chose que je voulais faire. D'accord, je vous ai coupé la parole. Donc, vous avez vu une annonce pour devenir astronaute et donc vous avez postulé comme ça? Oui, j'ai très bien réfléchi quand même parce que en travaillant depuis quelques années dans les milieux, j'ai une vision un peu du travail qui est pas forcément la vision idéalistique qu'on a de l'extérieur, donc je comprends que ça vient aussi avec des sacrifices. Et j'ai très bien réfléchi, je me suis dit, est-ce que si toi, tu arrives à la fin, tu veux bien dire oui? Et au bout de quelques jours de réflexion, j'ai dit oui, et je me sens prête, et donc je suis partie pour la sélection, oui. D'accord. Et la sélection en elle-même, c'est quoi exactement? Est-ce que c'est difficile? Est-ce qu'il y a des compétences à avoir, des spécificités à avoir? Alors, ça a été un peu difficile, je pense, pour tout le monde, parce que ça s'est déroulé dans un cadre exceptionnel du Covid, et donc ça a duré un peu plus de temps par rapport à 2008-2009, que c'est la sélection qu'il y a eu juste avant la mienne. Et donc, ça s'est déroulé en 18 mois. Mais toutes les personnes qui ont participé, même ceux qui ne sont pas arrivés jusqu'à la fin, ont un très bon souvenir. Donc, oui, il y a beaucoup de tests. Ça s'est déroulé en 6 étapes. Donc, il y a une première étape qui est la soumission d'un CV et une lettre de motivation. Puis, l'ESA, elle fait un screening initial. On est resté, après ces screenings, à environ 1400, depuis les 22 000 qui ont été au début. Et ces 1400 ont été invités à une journée de tests qu'on appelle psychométriques. Ce sont des tests très similaires à ce qu'on fait pour ceux qui veulent devenir pilotes d'Air France, Lufthansa. Et donc, c'était une journée très longue. On a fait ces tests, puis on est resté 400. Et au bout de quelques mois, on nous appelait pour une journée des Assessment Center. C'était au Centre des astronautes européens à Cologne. Et là, on a fait une journée d'évaluation plutôt psychologique, donc plutôt sur les soft skills et par les hard skills. Et là, on a parlé avec des psychologues, on a fait des tests de groupe, on a été évalué par un panel où il y avait aussi des anciens astronautes. Puis on est resté une centaine. Ces centaines, ils ont fait une semaine de tests médicaux. On est resté 50 et puis on a fait 2 étapes d'entretien avec la commission de l'ESA. Est-ce que votre parcours professionnel, notamment chez Thales Alenia Space, vous a-t-il été utile pour justement avoir cette sélection? Alors, dans la sélection de l'année dernière, on est 17. Moi, je suis la seule qui travaille dans l'espace, donc il faut dire que pour devenir astronaute, il ne faut pas forcément décider d'avoir une carrière dans l'espace. Mais si on choisit ce parcours, c'est sûr que l'expérience que j'ai gagnée pendant mes premières années après l'école et que j'ai passée à Thales Alenia Space, ils m'ont vraiment aidé à devenir une ingénieure compétente. Et le jour où vous serez dans l'espace, qu'est-ce qui vous motive le plus pour faire quelque chose? Enfin, vous voulez faire quoi dans l'espace? Alors, je pense que ce qui va me motiver le plus, c'est ce qui finalement me motive tous les jours. Et donc, de savoir que dans mon petit, je suis en train de contribuer au secteur spatial européen. C'est ce qui m'anime aussi dans mon travail d'ingénieur tous les jours. Mais en me connaissant, j'ai toujours pensé que j'avais quelque chose d'autre à donner, pas seulement la partie plus technique qu'on fait derrière un ordinateur, mais aussi des autres compétences que je vais pouvoir mettre en jeu quand je serai dans l'espace. Très bien, Didier Schmitt. La question qu'on se pose tous, c'est est-ce que c'est stratégique pour l'Europe et pour l'ESA d'avoir des astronautes européens d'une manière générale et plus précisément, est-ce que c'est stratégique aussi pour l'Europe aujourd'hui, hein, évidemment, de participer au programme Artemis? Alors, avant de répondre, je vais reprendre donc les termes d'Antea, ou en tout cas les chiffres. 22 400 candidatures, des candidatures sérieuses. Par rapport à 2009, où on en a eu moins de 9 000. Donc, premièrement, il y a un intérêt des jeunes, et sûrement des moins jeunes aussi, dans ce domaine-là. Ça veut dire qu'en Europe, les gens ou les jeunes veulent faire partie de l'aventure. Alors, évidemment, moi j'appelle ça la castration Apollo. Il y a certaines personnes ici dans la salle qui ont l'âge d'avoir vu l'alunissage, le premier alunissage. Eh bien, c'est une espèce de castration intellectuelle à long terme, parce qu'à l'époque, tout le monde a dit ouais, les Américains, c'est les meilleurs.
On n'arrivera jamais à ça. On est 50 ans après. Est-ce que 50 ans après, pas forcément devant la télé, mais avec nos iPhones, etc., est-ce qu'on veut que nos jeunes, nos enfants, à nouveau regardent ça pour dire « Ah bah oui, un demi-siècle après, ça y est, c'est encore les Américains qui dépassent tout le monde. » Donc c'est ça le vrai sujet. Et donc cette fois-ci, ce ne sera pas le cas. D'abord parce que nous faisons complètement partie donc, de l'aventure Artemis. Je rappelle très rapidement le module de service qui amène la capsule Orion autour de la Lune, plus tard vers le Gateway, donc station circumlunaire, et qui le ramène, c'est fait en Europe. Pour chaque mission. On a signé pour 9 missions. Donc, en tout cas, les premières 9 missions, à chaque fois que les Américains iront vers la Lune, c'est avec nous. Je vais mentionner le Gateway. Aujourd'hui, la moitié du Gateway, donc 2 gros modules, sont fabriqués en Europe. En ce moment. Donc, on fait complètement partie. Alors après, c'est bien. Ça nous amène 3 astronautes vers cette station Gateway. Ça, c'est véritablement important d'avoir ces astronautes. Oui, encore une fois. Est-ce qu'on veut donner une chance à des jeunes gens en Europe ou pas? Ou est-ce qu'on va leur dire, pour l'éternité, pour le reste du siècle, vous allez regarder ça, vous allez regarder faire les autres? C'est-à-dire, on ne sera jamais assis à la table des grands. C'est ça le vrai sujet. Je parle des États-Unis, on ne parle pas de la Chine. Les Chinois, qui sont extrêmement discrets, ils ont quand même annoncé il y a 10 jours qu'ils seront sur la Lune avant 2030. C'est quand même une annonce, pour nous, elle n'a pas passé inaperçue. Donc, est-ce qu'on veut regarder ces deux-là s'établir sur la Lune et ensuite plus loin, ou est-ce qu'on fait partie de l'aventure? Les places sont chères. On est en train d'élaborer un plan pour avoir des astronautes européens sur la Lune dans le programme Artemis. Ça n'est pas facile. Vous savez, les Américains, il n'y a rien de gratuit. Hein. Et quels sont les avantages aussi bien pour l'ESA que pour l'industrie européenne d'être sur une coopération avec les États-Unis? C'est quoi les avantages pour l'Europe et pour les industriels européens? L'avantage, c'est de faire partie du club. C'est-à-dire que pour la station spatiale, on a fait le module Columbus. Si vous voulez des chiffres, ça ne représente que 8% de la station. Ils auraient pu se passer de nous. Bon, on l'a fait. C'était le choix d'arrêter le programme Hermès et de faire partie de l'ISS. Ensuite, on a fait le vaisseau de ravitaillement ATV, qui était le joyau à l'époque. Vraiment, on a bluffé tous les partenaires du point de vue qualité technologique. Et ensuite, on s'est arrêté. C'est sûrement une erreur de stratégie à l'époque. Et maintenant, on évolue avec les Américains sur le programme Artemis. Ça veut dire qu'on va et on démonte nos capacités. Donc Columbus, ça devient par héritage donc le Gateway, où on est à 50% encore une fois. On est les partenaires privilégiés des États-Unis là-dessus. Donc on évolue vers ce qu'on appelle le deep space, on évolue la technologie. Et l'ATV, l'héritage, c'est de faire justement ce module de service pour aller vers la Lune. Donc l'avantage pour l'industrie européenne et pour nous, c'est de rester dans la course. Pour à un moment donné, embrayer et passer de la vitesse supérieure, on l'espère très bientôt. Antea, donc on a parlé un peu du rêve, maintenant on parle malheureusement un peu de frustration. En tant qu'astronaute de réserve, c'est quoi votre objectif? J'imagine que c'est de passer tout court astronaute. Oui, je ne suis pas trop pressée, au fait, parce que je m'amuse beaucoup avec mon job d'ingénieur. Et pour donner un peu de contexte, c'est la première fois que l'Agence spatiale européenne, quand elle sélectionne des astronautes, elle sélectionne une partie qui vont intégrer tout de suite à l'école. Ils vont partir tout de suite à l'entraînement. C'est bien le cas des 5 astronautes de carrière qui ont été choisis et qui sont en train de s'entraîner à Cologne en ce moment. Et aussi 11 astronautes de réserve. Et c'est pas comme pour une équipe de foot quand on rentre en jeu si quelqu'un se blesse. C'est pas ça la fonction. C'est pour avoir une réponse rapide au cas où il va y avoir une augmentation de la demande. Et cette augmentation de la demande,
c'est quelque chose de très probable qui va très probablement arriver dans les prochaines années parce qu'on a l'arrivée des opérateurs commerciaux dans les jeux. Donc, l'ISS, la Station spatiale internationale, va être désorbitée dans les années 30, en 2030. Et puis, il va y avoir des stations commerciales. Et en plus, il y a de plus en plus d'intérêt à faire de la recherche en microgravité, donc dans des stations LEO, et donc il y a plus de demandes, les coûts vont diminuer déjà, et donc c'est pour ça que l'ESA a ces pools des personnes qui sont qualifiées pour commencer l'entraînement et pouvoir répondre à cette demande. Et c'est pas quelque chose d'improbable parce que ça a été annoncé hier que Marcus Vand, qui est le service suédois, il va voyager en fin d'année avec Axiom 3. Et donc, c'est un peu ça, dans ces contextes, qui se pose ma position d'astronaute de service. Puis, c'est sûr, j'espère de pouvoir voler un jour. Et donc, il y a cette notion que ce n'est pas sûr au 100%. Mais c'est vrai aussi que cette période d'attente, c'est une période que je peux remplir des projets très intéressants qui vont me faire progresser également dans ma carrière dans les milieux spatiaux. Et alors justement, comment ça se passe? Vous avez un entraînement spécifique ou vous entraînez avec les autres astronautes qui ne sont pas de réserve? Comment ça se passe? Pour le moment, non. On ne s'entraîne pas avec eux. Dans les cas spécifiques que l'ESA nous appelle pour un projet, comme les cas du service suédois, à ce point-là, on commence un entraînement qui va être dimensionné par rapport à la durée de la mission. Parce que, par exemple, Marcus il sera engagé sur une mission de courte durée, mais il faut bien dire que ça sera une mission avec des intérêts scientifiques, pas une mission touriste spatiale. Et donc, c'est une mission un peu plus courte qu'une mission de 6 mois, donc il va recevoir un entraînement qui est proportionnel au fait au nombre de tâches qu'il va faire. Donc, ça ne va pas être l'entraînement classique qu'on fait pour un astronaute qui va faire 6 mois, donc à peu près 3 ans. Il va faire un entraînement d'environ 6 mois. Et dans l'équipe d'astronautes de réserve, pour l'instant, personne n'a abandonné. Personne n'a renoncé à... Non. On est tous pleins d'espoir. D'accord, très bien. Merci Antea. Didier Schmitt, donc on l'a un peu évoqué. Vous l'avez déjà un peu évoqué. Il faut une véritable ambition politique, je dirais, de l'Europe à travers aussi bien l'ESA que l'Union européenne pour avoir cette souveraineté, cette ambition souveraine en matière d'exploration spatiale. Et donc ça nous permettrait de faire autre chose que d'acheter des tickets pour monter dans des missions américaines. Comment vous voyez les choses? Est-ce que vous voyez un achat patrimonial ou est-ce que vous voyez plutôt, avec évidemment le New Space qui arrive, en tout cas qui est là, des achats de services pour justement accompagner cette volonté souveraine d'avoir une exploration made in Europa? C'est le vrai sujet aujourd'hui. Vous ne pouvez pas imaginer à Paris n'avoir que des voitures américaines ou d'avoir que des taxis jaunes new-yorkais à Paris. Donc je veux dire par là, on peut avoir sa propre voiture, on peut aussi faire du leasing, on peut aussi prendre le taxi. Mais il faut qu'il soit européen. C'est ça le sujet. Donc la vraie dichotomie, effectivement, on est en pleine discussion là-dessus. Comme Antea l'a mentionné, il y aura au moins une station spatiale, voire 2 commerciales, à leadership américain avec l'industrie américaine. Donc les États-Unis ont décidé qu'à partir de maintenant, et ont évidemment décidé bien avant avec l'avènement de SpaceX, de payer un service. C'est-à-dire quand la NASA fait voler ses astronautes, elle achète un siège à SpaceX. C'est plus la NASA. Bon, ils sont derrière, je peux vous expliquer un peu dans le détail, mais... Allez-y, on est preneur. Ils ne les laissent pas faire, voilà, ils sont devant, mais par exemple, quand il y a un lancement, il y a le backroom et il y a 50 ingénieurs de la NASA qui suivent. Ils ne mettent pas leurs astronautes les yeux fermés sur un véhicule privé. Et donc, effectivement, pour les stations futures, ce sera pareil. La NASA a dit, j'ai tant de besoins, tant d'astronautes par an, tant d'heures, tant de upload, download, etc. Et je vais payer le service. Débrouillez-vous. Et donc, nous, dans ce schéma-là, on n'a pas 36 solutions.
C'est soit on achète directement américain pour faire voler nos astronautes, et je peux vous dire qu'ils n'auront pas les commandes. Ça, c'est important. Et donc, c'est ça la grande question. Donc, nous aussi, on veut bien aller dans le sens de ce qu'on appelle la commercialisation, c'est un grand mot, mais vers le service. Le problème étant que en Europe, les grands groupes qu'on connaît bien ne sont pas vraiment prêts à mettre de l'argent ou beaucoup d'argent de leur poche. Il y a des startups qui démarrent, qu'on soutient vraiment fortement. Est-ce qu'elles vont réussir ou pas, c'est une autre question. Donc en ce moment, on est vraiment dans cette dichotomie de choix stratégiques, de politique industrielle, qui vont vraiment nous amener dans les décennies prochaines à changer de paradigme ou pas. L'exploration, il faut, en tout cas du côté européen et en tout cas vu de ce que je fais moi, c'est une action institutionnelle. On ne peut pas tout laisser dire on libéralise complètement, etc. Et donc là, les choix, il faudra certainement trouver quelque chose entre les deux, un soutien institutionnel, ce qu'on appelle un anchor customer en anglo-saxon, et laisser l'ouverture effectivement à ces solutions technologiques vers des services autres que les nôtres institutionnels. Est-ce que ce domaine-là va se développer ou pas? Ce n'est pas évident. On entend beaucoup de choses positives et d'opportunités. On entend aussi beaucoup plus de limites, si vous voulez, à l'exploitation commerciale, en tout cas en orbite basse, et encore moins évidemment vers la Lune. Une remarque importante, quand les Américains ils disent « we're going commercial », c'est simplement, ils font exactement ce qu'on fait depuis toujours, c'est firm fixed price, c'est-à-dire ils payent un certain contrat et, et c'est tout. Et c'est à l'industrie de se débrouiller pour rester dans ses clous. C'est ça ce qu'ils appellent la vraie commercialisation. Nous, ça fait longtemps qu'on fait comme ça, on fait toujours comme ça. Nous, quand on démarre un programme, il ne prend pas 500% d'augmentation budgétaire. Il peut à la rigueur prendre par accident 20%. Mais quand vous regardez, ne serait-ce que le Hubble Space Telescope, 2 milliards, il est passé à 10. Le SLS, c'est presque les mêmes proportions. Donc, évidemment, quand ils disent commercial, on n'est pas dans la même compréhension. Vous qui avez une bonne cartographie de l'outil industriel européen et des technologies européennes, est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'on lit souvent dans les rapports parlementaires maintenant, comme quoi l'Europe est capable d'avoir une politique souveraine en matière d'exploration spatiale? Bon, d'abord, ça veut dire quoi la souveraineté? Moi, je travaille pour 22 pays. Ici, je peux parler de souveraineté, tout le monde comprend à peu près. Si je fais la même chose en Suisse ou ailleurs, c'est pas forcément pareil. Il y a une panoplie tellement large de raisons pourquoi il faut faire de l'exploration et pourquoi il faut le faire avec une impulsion politique. Mais chaque pays a un peu, en fonction de sa culture, a des raisonnements différents. Souveraineté, ça veut dire quoi? On ne veut pas être autonome. Je bannis le mot autonome des documents qu'on écrit à l'ESA. Je préfère le mot de non-dépendance. L'autonomie, ça veut rien dire. Ça veut dire que l'autonomie, ça voudrait dire qu'on fait tout seul. Et on ne parle pas aux Japonais, aux Américains, on dit on fait tout seul. Ça ne sert à rien. L'exploration, c'est une initiative à l'échelle quasiment planétaire, humaine. Enfin, il y a beaucoup de choses là derrière. Mais pour mieux coopérer, il faut avoir plus de non-dépendance, j'allais presque dire plus d'autonomie. Vous voyez, c'est ça le grand sujet. C'est comme dans le domaine de la défense ou dans d'autres domaines, même dans le domaine aéronautique. Plus on est fort, plus on peut collaborer ou coopérer. Et effectivement, dans le domaine de la défense, on le voit en ce moment. Les Américains, ils seraient évidemment beaucoup plus contents aujourd'hui s'ils avaient des partenaires forts en Europe. Et plus tard aussi, pour contrebalancer, évidemment, la Chine qui est le plus gros problème américain pour la fin de ce siècle.
Donc voilà, il faut qu'on se développe plus, qu'on soit plus non dépendant pour améliorer notre niveau de coopération, c'est-à-dire pour imposer nos choix. Ce n'est pas de dire, vous Américains, vous avez besoin de quoi? Ok, on sait faire. On a toutes les compétences. Ce n'est pas le sujet. Par contre, nous, on fait des choix. Et à partir de maintenant, nous finançons d'ailleurs en ce moment un atterrisseur lunaire, alors non habité, qui est quand même assez conséquent parce qu'on peut atterrir au minimum 1,5 tonne de matériel. Et ben, on va le lancer avec du Ariane 64, on va le poser nous-mêmes, on va l'opérer nous-mêmes. Par contre, on le propose aux Américains pour dire, si vous avez des payloads, des matériels scientifiques, technologiques à poser en même temps que vous posez vos astronautes, eh ben nous, on est là. Et en contrepartie, vous amenez un astronaute européen sur ce genre de mission. Vous voyez, donc on fait notre choix stratégique et ensuite on discute avec la NASA. On ne discute pas avant de savoir s'ils ont besoin de cet atterrisseur. On l'a décidé et ensuite on négocie. D'accord. Et si on avait une politique, donc je comprends bien, de non-dépendance par rapport aux Américains et par rapport à d'autres, qu'est-ce qu'il faudrait faire en tant qu'Européens? Il faudrait faire une station spatiale européenne, il faudrait faire un village lunaire européen avec un drapeau européen. Qu'est-ce que vous préconisez, vous, en tant qu'agence spatiale européenne? Moi, je préconise ni l'un ni l'autre. Pour moi, c'est clair. Moi, je préconise un équilibre qui nous amène à réfléchir correctement sur le but ultime, en tout cas dans les 30 prochaines années, voire un peu plus. On a complètement raté l'accès à l'orbite basse. Si on ne se bouge pas, j'allais dire, on va rater l'opportunité lunaire. Et si on ne fait rien de plus, on ne sera pas sur la photo quand il va s'agir d'atterrir sur Mars. C'est ça l'objectif. Il ne faut pas s'y tromper. Cet après-midi, j'ai encore des réunions visioconférences avec la NASA sur le programme américain Moon to Mars. Ils font le programme martien pour se préparer pour Mars. Et les Chinois, je peux vous dire, ils ont exactement ça en tête. Aujourd'hui, c'est la course vers Mars qui est importante. Donc, pour faire court, si on fait notre propre station spatiale orbitale, est-ce qu'il y aura assez de marché, entre guillemets? Non. Et là, on va s'enferrer là-dedans pendant 30 ans. 10 années de développement, minimum 20 années d'opération, et on va s'enferrer là-dedans. Si on fait trop de choses dans un programme lunaire, on n'aura pas les reins solides pour faire... Quand les autres vont accélérer, et ça, je peux vous dire, ça peut démarrer très vite, quand ils vont accélérer pour Mars, imaginez si dans 5 ans, dans 10 ans, peut-être même avant, les Chinois disent « Ah ben non, on va aller vers Mars, on ne va pas atterrir parce qu'on ne sait pas faire encore, on va aller vers Mars et on va revenir. » Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on va faire les Américains? Vous croyez qu'ils vont les laisser faire? Et donc, c'est ça le problème aujourd'hui, c'est l'équilibre entre ces trois destinations. Il nous faut l'orbite basse, il nous faut des MTA qui s'entraînent en orbite basse pour qu'ils puissent aller autour et sur la Lune. Et ensuite, on a les reins solides pour aller plus loin. Si on n'a pas ça, la technologie, ça ne suffit pas. Il faut qu'il y ait des individus derrière, il faut qu'il y ait des astronautes derrière. Sinon, encore une fois, on va regarder les Chinois et les Américains, pas à la télé, pas forcément sur les iPhones dans 20 ans, mais on va les regarder bouche bée, et encore une fois, on va se prendre une castration pour le reste du siècle. Et les jeunes vont se dire, bon, qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je n'irai pas ailleurs pour faire partie de l'aventure? Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, en Europe, il n'y a pas, en tout cas, il n'y a pas une volonté politique pour préparer cette exploration martienne. Si elle existe, alors rapidement pour Mars, nous allons envoyer le joyau technologique aujourd'hui, donc qui est le rover Rosalind Franklin. On va l'envoyer nous-mêmes, on va l'atterrir nous-mêmes. On ne va pas l'envoyer nous-mêmes parce qu'on va demander aux Américains pour le décollage. Mais on fait l'atterrissage. On fait partie intégrante du programme de retour d'échantillons martiens avec les Américains. Donc on est complètement dans ce programme martien. Par contre, l'étape d'après, qui est d'atterrir des masses de 25 tonnes
Sur Mars, personne ne sait faire. C'est là-dessus qu'il faut s'orienter, avec des atterrissages de précision. On a cette filiation dont je vous ai parlé avec Columbus, avec maintenant les 2 modules Esprit et l'Habitat pour le Gateway, donc circumlunaire. Eh ben, continuons dans cet objectif et fournissons ce qu'on appelle l'habitat pour le transit vers Mars. Je veux dire, c'est pas rien d'enfermer 4-5 personnes pendant 2 ans sans aucune possibilité de revenir et s'il y a le moindre problème. Ce qui va nous donner une bouffée technologique intéressante dans beaucoup de domaines non spatiaux, la santé, le recyclage, l'environnement, les systèmes circulaires, etc. La présence virtuelle, un tas de choses. Donc c'est ça les grands sujets. Et donc, vous verrez dans les prochaines semaines ou mois, c'est ça qu'on veut faire. On veut se positionner. C'est d'ailleurs les discussions que je vais avoir cet après-midi. On veut se positionner là-dessus dès maintenant. Merci Didier Schmitt. Antea, avant d'aller évidemment sur Mars, peut-être que vous irez sur Mars, moi pas certainement, mais vous peut-être, estimez-vous important, voire stratégique, puisque vous êtes italienne, pour l'Italie, d'avoir des astronautes transalpins italiens? Alors, l'Italie est depuis toujours très impliquée dans les vols habités, soit en termes de fourniture des infrastructures. En Italie, les 40% de la Station spatiale internationale, la partie pressurisée a été assemblée. Et en ce moment, on assemble aussi les modules HELO, qui va être les premiers modules du Gateway. Mais aussi pour tout ce qui est la partie expérience scientifique qu'on fait en orbite, du coup, plutôt la partie charge utile. Donc oui, c'est intéressant, mais moi, je suis là en tant que membre de la réserve des astronautes européens. Donc, c'est très important de penser comme un groupe uni et avoir une vision européenne. Et quel est le regard des Italiens quand vous allez en Italie comme astronaute? Quel regard ils ont sur vous? En Italie, j'ai parlé surtout avec des étudiants jeunes, donc c'est un regard plein d'espoir et ça me fait très plaisir en fait de pouvoir leur aider à arriver en grand. En fait, je me sens pas forcément à l'auteur de ça, mais je me mets dans leur position quand j'avais leur âge et je pense qu'avoir des figures comme moi qui leur parlent et leur dit de rêver, et ça y est, ça devait être très, très important pour eux. Et donc Didier Schmitt a parlé de la stratégie et de la politique en matière d'exploration spatiale. Vous, quelle est votre vision personnelle de l'ambition de l'Europe en matière d'exploration spatiale? Est-ce que vous pensez que l'Europe doit avoir cette souveraineté et participer à, alors je ne dis pas à la course à l'armement, mais en tout cas à discuter à la même table que évidemment les États-Unis, la Chine, voire la Russie et peut-être l'Inde aussi qui arrive aussi? Alors, je partage la vision de Didier et surtout, quand on parle de souveraineté, il ne faut pas la voir comme une alternative à la collaboration. C'est ça le point le plus important. Mais on veut, surtout pour ce qui concerne les vols habités, parce que sur des autres secteurs, on est déjà des partenaires majeurs, mais pour les vols habités, on veut ne plus être des junior partners, mais être des partenaires égaux, parce que ça va être aussi important pour nous, quand on va s'asseoir aux tables de décision, être des partenaires égaux pour pouvoir négocier mieux les intérêts européens. Et les retours à la Lune, ça n'a pas été décidé par les Européens, ça a été décidé par les Américains. Et nous, on suit forcément, parce que si on décide de ne pas participer à cette course, après, ça va être problématique pour nos industries, pour nos investissements et tout ça. Et donc, c'est très important d'y participer pour pouvoir aussi contribuer à développer nos compétences industrielles et continuer à avoir un rôle majeur dans tout ce qui est le secteur spatial. Antea, donc si jamais vous n'êtes pas astronaute pour le compte de l'ESA, est-ce que vous seriez prêt à partir, vous, dans une aventure commerciale de type Axiom Space ou pas? Alors déjà, ce n'est pas une alternative, disons, parce que, comme je disais, l'astronaute réserviste, il va voler avec Axiom sur une mission ESA, et donc une mission avec
des objectifs scientifiques. Donc pour moi, là, la réponse, c'est vraiment sur quel est l'objectif de cette mission. Si c'est juste du plaisir et aller dans l'espace, de mon point de vue, pour moi, ça ne vaut pas le coup. Il peut y avoir quelqu'un qui a une opinion différente, donc ce n'est pas quelque chose d'absolu, mais de mon point de vue très subjectif, moi, je veux aller dans l'espace si ça a du sens pour tout ce que je vais faire au niveau scientifique et de recherche et pour les retombées que ça peut avoir pour la société. Donc oui, je partirai sur des missions commerciales. D'ailleurs, ça va être commercial, ce qui va être après les 2030. Donc il y aura une phase de transition où ça sera très probablement la seule façon d'aller en Léo. Donc oui, on est tous prêts, mais il faut que ça ait du sens. D'accord, merci Antea. Didier Schmitt, si on avait un programme européen de non-dépendance, combien ça coûterait en termes de développement un programme qui servirait à transporter des astronautes vers la Lune et pourquoi pas vers Mars? Ça coûterait combien? Est-ce que vous avez fait des estimations déjà? Oui, nous sommes en plein dedans. Il faut dire une chose importante. Le 6 et le 7 novembre, nous avons un sommet espace à Séville, donc au niveau des chefs de gouvernement et des chefs d'État. Et le sujet du 6 après-midi, le sujet majeur, à part les lanceurs, comme d'habitude, ce sera le vol habité européen. Non seulement vers l'orbite basse, mais aussi plus loin. Donc on va poser la question, on pose la question en ce moment. Alors vous savez bien qu'on n'attend pas ce genre d'événement pour travailler, ça fait 1 an et demi qu'on travaille sur le dossier. Et donc on va proposer des options avec du chiffrage qu'on est en train de faire. Vous êtes journaliste, donc c'est normal que vous me posiez la question, mais c'est aussi normal que je vous dise que je ne peux pas vous répondre. Mais est-ce que vous avez des estimations? Alors, par contre, je peux vous dire qu'aujourd'hui, le programme d'exploration à l'ESA, donc qu'il soit robotique ou humain pour les 3 destinations que j'ai mentionnées, on est à peu près à 1 milliard par an maintenant. On a augmenté de 35% en 2019, on a augmenté de 35% en 2022, on veut réaugmenter de 35% la prochaine fois. Ça ne suffit pas. 1 milliard, c'est quand même le 15e de ce que mettent les Américains. Donc on est encore un peu loin. Ce que je peux vous dire, c'est que ce programme d'ambition qui est porté par notre directeur général, Joseph Aschbacher, ce sera en plus de tout ça. Et on imagine, j'ai rien dit, hein, mais doubler le budget, à peu près, au moins. Alors ça fait quoi? Alors évidemment, quand on parle de chiffres de milliards, mais écoutez, c'est à partager en 22 pays. D'accord, la France représente 15%. Mais à la fin de la journée, aujourd'hui, on demande 150 millions à la France par an pour ce genre de programme. Est-ce que c'est beaucoup? Non. La moyenne, c'est à peu près moins de 1,50 € par habitant en Europe, notre programme actuel. Moi, tous les gens avec qui je parle, chauffeurs de taxi et autres, ces gens-là disent « mais c'est ridicule, moi je suis prêt à mettre sur mes impôts beaucoup plus que ça pour voir ce genre de choses arriver. » Et idéalement, il faudrait par an combien pour avoir un tel programme? Par an, hein? Non, mon directeur général ne va pas être content si je vous dis ça. Dans un monde idéal. Je n'ai pas dit de façon raisonnable à l'ESA, mais dans un monde idéal. Non. Bon. C'est bien essayé. Donc, aujourd'hui, donc on met à peu près 1 milliard d'euros par an sur l'exploration spatiale. J'imagine que ça ne va pas nous mettre à la table des grandes puissances que sont les États-Unis, la Chine, voire la Russie, même si effectivement elle doit financer la guerre en Ukraine, et voire l'Inde, puisque l'Inde a aussi des velléités d'envoyer des hommes sur la Lune. Ça nous permet de faire quoi aujourd'hui? Vous voulez dire le milliard aujourd'hui? Oui. Alors, le milliard aujourd'hui, on fait partie de l'aventure de la station spatiale. Hein. Donc, on achète toujours notre ticket. Donc on a à peu près un vol tous les 18 mois, de 6 mois, un vol de 6 mois tous les 18 mois, ça c'est la moyenne. Comment est-ce que ça se passe? On ne paye pas les Américains, on ne paye pas la NASA.
je vous ai parlé du module de service qui amène Orion autour de la Lune et qui le ramène. Eh bien, en finançant ça, on dit aux Américains, on vous en donne 9, et en contrepartie, et je peux vous dire que les négociations sont difficiles, hein, enfin tendues, serrées. Eh ben, il faut tant d'astronautes, ça veut dire tant de vols, etc., tant d'activités scientifiques, technologiques, etc. Donc on fait du troc. On fabrique en Europe et on troque. On leur donne du matériel et ils nous font voler nos astronautes. Ça, c'est aujourd'hui. Donc demain, on veut faire différemment. On va faire un troc plus global. C'est que nous amenons nos astronautes, nous amenons notre matériel et après, on fait un troc beaucoup plus global. C'est ça l'idée. Voilà, donc c'est le fondement de ce qu'il faut comprendre aujourd'hui. Aujourd'hui, on troque quelque chose dont ils ont besoin. Demain, on va troquer quelque chose que nous décidons. J'ai donné l'exemple avec le lander, ce qu'on appelle l'Argonaut lunaire. C'est nous qui avons décidé. Et maintenant, on va troquer. C'est ça le principe de coopération qui doit changer. J'ai parlé des futures missions martiennes, c'est pareil. Le siège, il va être extrêmement cher, extrêmement cher. Donc si on ne construit pas, pour les activités en orbite basse, pour les programmes lunaires, si on ne construit pas quelque chose, quels que soient les X milliards par an que ça va demander, c'est irrattrapable. C'est simplement irrattrapable. Quand les Chinois vont appuyer sur l'accélérateur, ce qu'ils sont en train de faire, et quand les Américains vont se dire, pour des problématiques de leur, vous savez, c'est écrit quasiment dans tous les documents américains faits par la Maison-Blanche, la doctrine américaine, c'est space dominance. Dominance, c'est pas être devant, juste devant les Chinois, c'est être loin devant. C'est d'avoir une génération technologique de plus. C'est ça qu'ils veulent. Et donc, quand ils vont accélérer, vous avez vu ce qu'ils ont pu faire dans les années 60, on sera où? C'est-à-dire, quand vous êtes essoufflé et que quelqu'un accélère, c'est fini. Et là, vous abandonnez. Vous n'allez pas vous essouffler plus. Donc, c'est ça, c'est encore une fois, le sommet du mois de novembre est extrêmement critique. On va demander le feu vert ou pas pour aller. On ne va pas demander 10 milliards le 6 novembre. Ah, donc c'est 10 milliards. On va pas. Non. Je vais donner des exemples un peu nuancés. Non, c'est pas ça. En novembre, on dit on veut le feu vert politique. Et après, nous, on travaille et on va affiner les options technologiques, on va affiner les coûts, les estimations budgétaires, ils vont affiner comment on fait. C'est aussi important que le reste. On ne va pas faire comme dans le passé. On va mettre tout le monde en concurrence, on veut changer les paradigmes de comment travaille l'ESA, comment travaille l'industrie. On ne veut pas de monopole. Et là, je ne dis pas à quoi je pense. Et c'est ça le grand changement. On veut aller de l'avant différemment. Si on ne le fait pas différemment, on n'y arrivera pas. Et vous êtes optimiste d'avoir le feu vert le 20 novembre ou pas? Et est-ce que tout le monde partage cette vision dans les 22 États membres de l'ESA, évidemment? Pas plus tard que ce matin, nous avons envoyé aux 22 États membres un gros document pour préparer le conseil de l'ESA de fin juin sur ce thème-là. Le chapitre du pourquoi on fait ça, il fait 10 pages. Parce que la panoplie est tellement large et chacun en aura pour son compte. Il y a certains pays, il n'y a que la science qui les intéresse. D'autres, comme la France, vous pouvez imaginer que la géopolitique joue un grand facteur. D'autres, c'est plutôt l'aspect économique, etc. Bon. Je suis assez persuadé qu'à la fin, j'espère donc le 6 novembre, cette intelligence collective va se cristalliser. Il y a des tensions, mais ça, il y en a tout le temps. C'est malheureusement notre raison d'être. Mais je peux vous dire que dans les autres secteurs, l'aéronautique, la défense, on le voit ici aussi, c'est pareil. Je veux dire, l'Europe, ça se construit, ça se maintient en permanence. C'est un soufflet qu'il faut en permanence maintenir, sinon
il retombe. C'est tous les jours. Je pense que ça va se cristalliser à un moment donné. Après, à quel niveau? C'est pour ça que je ne peux pas non plus vous répondre du point de vue budgétaire, parce qu'on travaille sur des options. Est-ce qu'on commence par du cargo en orbite basse, suivi tout de suite après par un véhicule habité? Quel type de véhicule habité? Est-ce que c'est une simple capsule? Est-ce que c'est un avion spatial? Est-ce qu'il faut aller plus loin et plus vite que les autres, faire des choses différemment, être plus intelligent dans la stratégie? Est-ce qu'on, dans le même mouvement, est-ce qu'on va ravitailler le gateway, ramener des échantillons lunaires depuis le gateway, etc., des discussions qu'on est en train d'avoir, etc. Est-ce qu'on évolue notre lander robotique lunaire vers un lander humain réutilisable? Donc vous voyez, il y a une panoplie. C'est pour ça que je ne peux même pas, je les ai les chiffres, mais je ne peux même pas vous les donner parce que c'est un peu trop... toute la salle. C'est un peu trop compliqué parce que ça dépend des options. Donc il y a un service minimum qui est l'orbite basse, mais ça ne suffit pas. Dans 10 ans, quand les Chinois et les Américains seront sur la Lune, eux, et nous, on va faire juste du hopping up and down là, en orbite basse, c'est pas ça, c'est pas fashionable dans 10 ans, ça. C'est la Lune qu'il sera, et ensuite Mars. Mais c'est une étape essentielle. Mais décidons déjà de cette première étape. Merci Didier Schmitt. Un dernier mot peut-être, Antea, sur la façon de voir la politique spatiale européenne, sur qu'est-ce que vous avez envie que l'Europe fasse pour faire plus? Alors, j'ai une envie, disons, un peu du point de vue de l'étudiant que j'étais il y a quelques ans. Au fait, parfois, je voyais mes collègues étudiants qui rêvaient d'aller travailler à SpaceX, au GPL, tout ça. Moi, j'ai envie pour les étudiants qui étudient en Europe de rester en Europe, et j'aurais même envie pour les étudiants qui étudient en Amérique de dire « Ah tiens, il y a des choses sympas à faire en Europe, allons-y ». Et donc, c'est ça mon rêve, en fait. Merci pour ce joli mot de la fin. Antea, merci à vous deux. Merci Didier Schmitt, merci Antea Comellini. Je vous demande de les applaudir. Merci.